Donc, je vais vous présenter ce que nous développons justement sur ces thématiques environnement, santé à l'intérieur du LabEx CEBA. Et je vais vous présenter une partie, alors seulement une partie malheureusement, du projet stratégique GUYAVEC que nous développons avec Véronique Éparvier, qui est écologiste chimique et qui est là avec nous aujourd'hui. Et c'est un projet qui est essentiellement centré autour des maladies infectieuses en Guyane. Alors, plus particulièrement, on va s'intéresser aux maladies zoonotiques et vectorielles qui circulent en Guyane. Les maladies vectorielles vont être des maladies qui vont être transmises par un vecteur, généralement un arthropode hématophage, d'un individu à un autre, qui soit d'une même espèce ou pas. Les maladies zoonotiques, quant à elles, vont plutôt désigner des maladies qui vont circuler dans l'environnement, parmi la faune sauvage, et qui normalement circulent que dans cette zone-là et vont être transmises plus ou moins accidentellement à l'homme. Alors, ce terme plus ou moins accidentellement peut avoir des conséquences assez sévères. On le voit bien avec l'épidémie de Covid en ce moment. Ce coronavirus, vous le savez tous, il est issu soit a priori d'une chauve-souris, soit d'un pangolin. En Europe, on connaît ça de longue date aussi, en métropole, des maladies vectorielles zoonotiques. Il y en a une qui nous impacte beaucoup en ce moment. Bien sûr, c'est la maladie de Lyme, qui est transmise par les tiques, mais qui normalement circule principalement entre les micro-rongeurs forestiers. Alors en Guyane, bien sûr, on va s'intéresser à un peu tout ce qui va circuler dans l'environnement. C'est un petit peu une boîte noire, parce qu'assez peu d'études s'intéressent un petit peu à la diversité globale qu'il peut y avoir d'un point de vue parasitaire dans ces environnements. Cet environnement, vous savez, c'est essentiellement de la forêt. Elle est difficilement praticable. Il y a peu de routes à l'intérieur, il n'y a pas de route à l'intérieur des terres. Y accéder, c'est parfois compliqué. Et la faune sauvage est également très belle, assez emblématique, mais parfois compliquée à aller échantillonner pour pouvoir documenter la diversité parasitaire qu'il y a là-dedans. Alors, quel va être l'objectif de ce projet GUYAVEC? En fait, il est multiple. Il y en a qui sont extrêmement fondamentaux. Il y en a d'autres qui sont un petit peu plus appliqués. Mais si on essaye de les résumer, on peut les résumer comme suit, à savoir qu'il s'agit d'estimer le risque infectieux zoonotique qui peut exister en Guyane. Alors, on a décliné ça dans ce projet en deux aspects principaux. Le premier va concerner la biodiversité parasitaire. Alors, bien évidemment, l'étude de la biodiversité, c'est la pierre angulaire, c'est une des pierres angulaires du LabEx CEBA. Beaucoup de nos collègues travaillent sur la diversité des plantes, diversité des papillons, des mammifères. On s'intéresse ici à un côté un petit peu plus sombre de cette biodiversité, puisqu'on va s'intéresser aux parasites qui vont circuler dans la faune sauvage. Et un autre aspect va s'intéresser quant à lui plutôt à des aspects fondamentaux d'écologie et d'évolution des vecteurs. C'est là qu'interviennent les questions d'écologie chimique ou encore d'évolution des interactions entre les vecteurs et leurs microbes. Alors, ce n'est pas trop cette partie que je vais vous présenter là aujourd'hui, je vais plutôt vous présenter la partie de biodiversité parasitaire. Alors, dans le projet GUYAVEC, on a pris un petit peu aussi le contre-coup de ce qui se fait en général dans l'étude des maladies infectieuses, qui en général se focalise plutôt sur un pathogène, un vecteur quand il y en a un, et l'homme. On a adopté une échelle d'intégration un petit peu supérieure en considérant celle des communautés. On va s'intéresser ici plutôt aux communautés de vecteurs. Dans notre cas, ça va principalement être les tiques et les triatomes. Communautés de microbes qui peuvent héberger, qui soient pathogènes ou non pathogènes. En fait, l'essentiel des microbes qu'on va retrouver dans les vecteurs sont non pathogènes. Certains sont même nécessaires à leur survie. Et on va regarder les cortèges de vertébrés sur lesquels se nourrissent ces vecteurs. Alors, l'homme se retrouve dans ces cortèges de vertébrés, mais en fin de compte, ça va juste être une espèce parmi tant d'autres. À terme, dans ce projet, les vecteurs sont un petit peu la pierre angulaire auquel s'articule ce projet stratégique, mais il va consister à lier écologie et évolution des vecteurs à la transmission des maladies infectieuses pour retracer un petit peu les réseaux de transmission qui vont exister entre les différentes communautés de vecteurs et les différentes communautés de vertébrés. Alors, on a déjà des premiers résultats, des premières observations, en tout cas des résultats préliminaires un petit peu autour de ce projet. Ça fait assez peu d'années en fait qu'on travaille en Guyane et il y avait des choses assez étonnantes, comme par exemple l'étude des tiques. Alors, les tiques sont omniprésentes dans la forêt guyanaise. Dès qu'on s'égare un petit peu dans la végétation, on peut être très vite recouvert par les tiques. Mais depuis les années 60, il n'y a pratiquement plus personne en Guyane qui est capable de reconnaître et d'identifier toute la diversité de tiques qui existent. Donc là, je vous montre des photos de quelques tiques qu'on a ramassées en Guyane ces dernières années. Alors esthétiquement, on peut discuter de la beauté de ces animaux. En tout cas, il y a une réelle diversité de formes et d'écologie qui existent. Il a fallu tout réapprendre, des identifications morphologiques aux identifications moléculaires. C'est un job qu'on a fait pour faire un travail d'inventaire sur les tiques de Guyane, qui était un petit peu nécessaire pour aller plus en avant.
notamment pour mettre en place des études de phylogénie moléculaire qui nous ont permis de retracer l'histoire évolutive des tiques, notamment voir comment elles se sont diversifiées en Amazonie ou plus largement en Amérique ou pour les espèces proches qu'on allait retrouver en Afrique, étudier différents traits biologiques qui leur étaient propres et notamment les autres vertébrés sur lesquels elles pouvaient se nourrir. Alors, c'est ce que je vous montre un petit peu ici sur cette phylogénie. C'est une phylogénie des différentes espèces de tiques. Et ce que vous voyez en bas, par exemple, en rose, c'est un groupe de tiques qui va pouvoir se nourrir sur une grande diversité de mammifères. L'homme en fait partie, la faune sauvage en fait partie, les animaux domestiques en font partie. Et c'est un groupe de tiques, en fait, un groupe d'espèces de tiques qui sont très bons candidats pour la transmission de maladies zoonotiques à l'homme. Le groupe de tiques un petit peu au-dessus, en vert, là, va être, lui, plus spécialisé sur les tapirs et les suidés, les cochons sauvages. C'est déjà un groupe qui a un petit peu moins d'intérêt pour la transmission des maladies zoonotiques. Le groupe de tiques encore au-dessus, en bleu, va quant à lui se nourrir préférentiellement sur les vertébrés arboricoles, principalement paresseux, singes et passereaux. C'est des tiques que l'homme va pratiquement jamais rencontrer. Donc le risque de transmission zoonotique est ici très faible pour ce type d'espèce. On a été un petit peu plus loin toujours et on continue à explorer un petit peu ces aspects-là. On est juste au début. On s'est intéressé au microbiome qui était présent dans ces vecteurs. Alors, le microbiome, en fait, pour l'instant, on a essentiellement regardé les bactéries et les protozoaires qu'il y avait. On a regardé toute la diversité qu'il y avait. Comme je vous le disais, l'essentiel de cette diversité, ce sont des bactéries non pathogènes, mais on a également détecté de très nombreux pathogènes. Et comme on s'intéresse à la faune sauvage, qui est assez peu étudiée, puisqu'il y a un biais d'études énorme sur l'homme et les animaux, des animaux domestiques, on découvre continuellement des nouvelles espèces ou des nouveaux lignages de parasites. Et là, je vous ai juste montré un exemple sur une nouvelle espèce de borrélie qu'on a détectée en Guyane. Alors, les borrélies, c'est un genre bactérien où on va retrouver deux grands groupes. Un groupe responsable de la maladie de Lyme, principalement dans l'hémisphère nord, et un autre groupe responsable de fièvre récurrente, qui est tout aussi sympathique, mais plutôt centré sur les zones tropicales. Alors, ces deux grands groupes sont généralement considérés quand on travaille sur les borrélies. Et ce qu'on a montré, c'est qu'en Guyane, il existait un troisième groupe qui était intermédiaire entre ces deux formes, qu'on ne connaissait pas. On a réussi à l'isoler, à le mettre en culture, à le séquencer. On a étudié sa prévalence en population naturelle. Et on a réussi à retrouver tout le réseau de transmission de cette borrélie qui, a priori, pour l'instant, ne touche pas l'homme. Mais en tout cas, on a pu retracer les différentes espèces de tiques qui étaient infectées. Vous les voyez ici en rouge sur ce réseau. Et les différentes espèces de vertébrés auxquelles elles sont connectées, c'est les ronds noirs. Et ces vertébrés sont tous des espèces de passereaux qu'on peut rencontrer en Guyane, voire même directement dans les jardins de Cayenne. Certaines de ces espèces sont vraiment très communes. Bref, je terminerai là-dessus en soulignant quand même l'intérêt du LabEx dans le développement de ce type de projet. Parce que très clairement, LabEx offre une structure qui permet vraiment de développer ce projet d'envergure. Pourquoi? Parce qu'il nécessite des compétences qui sont vraiment multiples. Il faut aller au contact de la faune sauvage. Il faut pouvoir l'échantillonner. Il faut pouvoir, donc ça nécessite des suivis vétérinaires, des spécialistes de la faune sauvage. Il y a beaucoup d'entomologie médicale, il y a beaucoup de typage moléculaire, de génétique, de génomique, d'écologie chimique. Et il n'y a pas moins de 6 labos du laboratoire du LabEx CEBA qui sont associés plus ou moins formellement à ce projet, mais on collabore aussi énormément avec les associations en Guyane, des associations entomo ou des associations plus spécialisées sur la faune sauvage. Et on a des aides aussi très ponctuelles, mais extrêmement utiles pour avoir des accès à certains échantillons un peu durs avec des agents de l'ONCFS ou encore de la DAF. Ça, c'est plutôt pour les animaux domestiques, qui sont extrêmement utiles. Et également pas mal de collaborations avec des labos en métropole, qui travaillent également en Guyane et dans les Antilles, sans pour autant être affiliés au LabEx CEBA, comme le labo Biogéosciences à Dijon, qui nous a beaucoup aidé sur pas mal d'aspects. Voilà, je terminerai ici. Et si vous avez des questions, ce sera avec plaisir. Je vous remercie.